Bonjour, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux mathématiques. Dans cette vidéo, on va parler d'infini. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? On va voir que les représentations mentales qu'on se fait de lui ont évolué historiquement. Le mathématicien Georg Cantor nous dirait d'ailleurs qu'il n'est pas tout à fait exact de parler de l'infini, dans la mesure où il en existe de plusieurs types. De la Grèce antique à l'époque moderne, je te propose un voyage à la frontière entre mathématiques et philosophie pour cerner l'infini. Prépare-toi donc à une balade mentale. Vers l'infini et au-delà! D'après un dictionnaire, l'infini qualifie tout ce qui n'a pas de limite. Étymologiquement, il est aussi intéressant de noter que le mot est construit par opposition au fini. L'infini est donc tout ce qui n'est pas fini. Bien sûr, on va vouloir aller plus loin. On lui attribue ce symbole, qui ressemble à un 8 renversé, mais sans qu'il n'y ait de lien entre les deux. Le symbole représente l'idée d'un mouvement perpétuel et est plutôt à rapprocher du ruban de Möbius que voilà. Pour nous guider dans notre voyage, je fais appel à deux penseurs, Aristote et Goethe. Tous deux nous disent que l'infini n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin à parcourir inlassablement. On n'arrive pas à l'infini, on s'y dirige. Peut-être vous souvenez-vous de votre première rencontre avec l'infini, quand vous avez appris à compter, d'abord jusqu'à 10, puis 100, avant de réaliser que ça ne s'arrêterait jamais. C'est comme si vous rouliez sur une route. Vous voyez les bornes kilométriques défiler inexorablement et la route se perdre à l'horizon. L'infini, c'est cet horizon-là, toujours visible mais jamais accessible. Vous pourriez rouler toute votre vie. À la fin, vous n'auriez aperçu que 0% de tous les nombres. Cette idée de l'infini a été prépondérante au cours de l'histoire des sciences, trouvant son point d'orgue avec l'apparition du calcul infinitésimal, orchestré entre autres par Newton et Leibniz. On était désormais capable d'approcher l'infini grâce à la notion de limite, limite de suite et limite de fonction notamment, et d'appliquer des calculs sur des quantités qui tendaient vers l'infini. On aurait pu s'arrêter à cette formalisation, mais c'était sans compter sur Georg Cantor, mathématicien allemand de la fin du XXe siècle. Ce dernier trouvait que l'infini, certes devenu manipulable, n'avait pas encore livré tous ses secrets, et il s'attela à bâtir une nouvelle théorie pour nous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur l'infini. Georg Cantor veut changer de point de vue. Il ne voit pas les nombres comme étant disséminés le long d'une route infinie, mais comme les éléments d'un ensemble. Par exemple, ici, l'ensemble constitué de tous les entiers positifs. En procédant ainsi, et c'est le cas de le dire, il aura une vision d'ensemble sur tous ces nombres. Et quand on a plusieurs ensembles, on peut avoir envie de les comparer. Un outil qui permet de faire cela est la bijection. Même si le mot ne vous est pas connu, vous avez tous déjà réalisé une bijection dans votre vie, et cela même très jeune. Imaginez que vous rentrez de votre jardin avec une corbeille remplie de pommes. Et vous avez envie de les compter. Pour cela, inconsciemment, vous associez un nombre à chaque pomme, comme si vous les numérotiez mentalement. Ici, vous avez associé chaque pomme à un entier entre 1 et 7 et un seul. De l'autre côté, chaque entier entre 1 et 7 est associé à une pomme et une seule. Eh bien, on dira que votre corbeille de pommes est en bijection avec l'ensemble des entiers entre 1 et 7. Cet ensemble possédant 7 éléments, on dira que son cardinal est égal à 7. Voyons ensemble d'autres exemples. Je considère un ensemble composé de 4 pays et un autre contenant 4 drapeaux. Ici, je peux mettre en bijection ces deux ensembles en associant chaque pays avec son drapeau. Chaque élément d'un ensemble est bien associé à exactement un élément de l'autre ensemble. Et ici, les deux ensembles ont 4 éléments, on dira que leur cardinal vaut 4. Regardons ce qu'il se passe avec les capitales.
Ici, en associant chaque pays avec sa ou ses capitales, je n'ai plus de bijection, pour deux raisons. Paris n'étant pas présent dans l'ensemble des capitales, la France n'a été associée à personne. Idem pour Berlin que je n'ai pas associé à son pays. Autre problème, l'Afrique du Sud a été associée à deux capitales, au lieu d'une seule. En effet, le Cap et Pretoria sont deux capitales de l'Afrique du Sud. Donc ici, il n'y a pas de bijection. Et on peut aussi se rendre compte que si les deux ensembles n'ont pas le même nombre d'éléments, il n'y aura jamais de bijection possible. Dans le cas d'ensemble fini, si bijection il y a, nécessairement les deux ensembles ont le même nombre d'éléments. L'objectif poursuivi par Cantor est de pouvoir manipuler et comparer des ensembles infinis, en particulier les ensembles de nombres. J'affiche ici une représentation des différentes familles de nombres qu'on donne en seconde. Ce sont tous des ensembles infinis, mais Cantor ne veut pas s'arrêter là et entreprend de les comparer à l'aide de bijections. Prenons pour commencer deux ensembles infinis. D'un côté, les entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs, 0, 1, 2, 3, etc., qu'on note grand N, et les entiers naturels pairs de l'autre. Intuitivement, on a envie de dire qu'il y aura strictement plus d'entiers naturels que d'entiers naturels pairs, car le premier ensemble les contient en plus de contenir les impairs. Toutefois, on peut mettre en bijection ces deux ensembles de la manière suivante. À tout entier naturel, j'associe son double, qui est un nombre pair. Et réciproquement, à tout nombre pair, je peux associer sa moitié, qui est un entier. En procédant ainsi, chacun des entiers est associé à un unique entier pair, et réciproquement. Quand deux ensembles infinis sont en bijection, on dit qu'ils sont équipotents. Cela veut dire qu'en un sens, ils ont le même nombre d'éléments. On vient donc de découvrir ici que dans le cas d'ensembles infinis, la partie peut être aussi grande que le tout. Observation qui a déjà été faite à la Renaissance, notamment avec Galilée. Quant à nous, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Comparons désormais l'ensemble grand N de tous les entiers naturels avec l'ensemble de tous les entiers, y compris les négatifs, ensemble qu'on note grand Z. Alors pourquoi la lettre grand Z? Eh bien en allemand, nombre se dit Zahl, qui commence avec un Z. Et la théorie des nombres a longtemps été une spécialité des mathématiciens allemands. Peut-on trouver une bijection entre ces deux ensembles? La réponse est oui. Partons de grand Z. À tous les entiers positifs, j'associe un entier pair comme suit. 0, je vais l'envoyer sur 0. 1, je vais l'envoyer sur le nombre pair suivant, c'est-à-dire 2. 2 sur 4. 3, je l'envoie sur 6, etc. À tout entier strictement négatif, j'associe cette fois un nombre impair. Donc, moins 1, je vais l'envoyer sur 1. Moins 2, je vais l'envoyer sur l'impair suivant, c'est-à-dire 3. Moins 3, je vais l'envoyer sur 5, etc. Et donc, on vient de montrer que ces deux ensembles sont en bijection. Ici, j'écris sous la forme d'une fonction la procédure que je viens de vous décrire. Donc, bien que l'ensemble grand N soit strictement inclus dans l'ensemble grand Z, les entiers positifs sont aussi nombreux que tous les entiers. C'est ça la moralité. Alors, dire que la partie est aussi grande que le tout ébranle nos convictions les plus profondes. Mais on peut aussi voir cette affirmation comme une invitation à s'évader de l'univers fini et de ses lois inexorables, et s'offrir une échappée vers la plus grande liberté de l'infini. Dire qu'un ensemble est en bijection avec l'ensemble grand N, l'ensemble des entiers naturels, signifie qu'on peut énumérer, numéroter les éléments de cet ensemble. On dit dans pareil cas que l'ensemble est dénombrable. On a vu que Z, l'ensemble des entiers, était dénombrable. Qu'en est-il de l'ensemble des rationnels notés Q? Alors, les nombres rationnels sont les nombres qu'on peut écrire sous forme de fraction, c'est-à-dire sous forme d'un quotient de deux entiers. Eh bien, on va montrer que l'ensemble Q est dénombrable, c'est-à-dire en bijection avec l'ensemble des entiers naturels. 0 est un rationnel. Je peux l'écrire 0 sur 1, donc sous forme de fraction. Eh bien, à 0, je vais associer l'entier
0. Donc ça, je le traite à part. Et maintenant, je peux construire dans un tableau tous les rationnels positifs, 0 mis de côté. Le rationnel qui s'écrirait sous la forme P sur Q, eh bien, il apparaît à la Pème colonne et la Qème ligne. Et je prétends qu'on peut tous les numéroter, ces rationnels. En effet, je peux parcourir ce tableau le long des diagonales, comme je représente ici, et donc je me promène le long de ces diagonales, et dès que je croise un rationnel, je le numérote. Donc je donne l'entier 1 au premier nombre rationnel rencontré, l'entier 2 au deuxième nombre rationnel rencontré, etc. Donc en faisant ça, j'obtiens le tableau de correspondance suivant, où j'ai numéroté les nombres rationnels que j'ai visités, en me promenant le long des diagonales. Alors, quand plusieurs fractions sont égales à un même nombre, ici ça arrive parce qu'on voit qu'il y a 1 sur 1 qui est égal à 1, il y a 2 sur 2 qui est aussi égal à 1, eh bien je peux supprimer, ici je peux supprimer le 2 sur 2, je ne garde que la première occurrence. Et ça ne change pas le fait que je peux énumérer tous les rationnels. Si j'en enlève en cours de route, ce n'est pas gênant. Et donc, ici, les premiers rationnels, après avoir supprimé évidemment les fractions dont j'avais déjà un représentant, eh bien, on obtient ce tableau-ci qui se complète donc à l'infini. Alors, vous vous demandez peut-être où sont passés les rationnels négatifs. Mais en fait, ici, ce que je viens de montrer, c'est que les rationnels positifs, ils sont en bijection avec grand N, c'est-à-dire que je peux les numéroter. Et des rationnels positifs, il y en a autant que des rationnels négatifs. Et je peux en fait faire le même raisonnement que précédemment quand on avait montré que tous les entiers pouvaient être numérotés. J'avais envoyé les positifs sur les paires, donc ici je peux envoyer les rationnels positifs sur les entiers naturels pairs, et les nombres rationnels négatifs, je peux les envoyer sur les entiers naturels impairs. Donc c'est exactement la même procédure que tout à l'heure, et je vais ainsi montrer que grand Q est en bijection avec grand N. Alors il y avait aussi un autre argument qui plaidait en faveur de l'affirmation Q est dénombrable. Eh bien Q c'est composé, comme on l'a dit, de toutes les fractions. Et une fraction, eh bien c'est le quotient de deux entiers. Donc pour construire un rationnel, j'ai besoin de deux entiers. Et comme on a déjà vu précédemment que les entiers étaient dénombrables, donc ici, à partir de ce constat, on peut démontrer que l'ensemble Q est dénombrable également. Donc Q est un ensemble infini certes, mais dénombrable. Autrement dit, il y a autant de rationnels que d'entiers naturels. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Alors, vous vous en doutez, maintenant on va parler de l'ensemble grand R, l'ensemble des nombres réels. Alors, les nombres réels, ce sont les nombres dont l'écriture décimale s'écrit comme un entier suivi d'un nombre fini ou infini de décimales. Et on va montrer que cet ensemble grand R, eh bien, il n'est pas dénombrable, c'est-à-dire qu'il n'est pas en bijection avec les entiers naturels, c'est-à-dire que je ne peux pas énumérer ces éléments. En fait, je vais vous présenter la démonstration faite par Cantor. Alors, la première idée de Cantor pour démontrer ce résultat a été de restreindre le problème. Je veux montrer que grand R n'est pas dénombrable. Eh bien, Cantor nous dit, si on arrive à montrer que l'intervalle 0,1 n'est pas dénombrable, eh bien, a fortiori, l'ensemble grand R ne sera pas dénombrable non plus. Donc, on restreint le problème à l'intervalle 0,1. Et ensuite, Cantor nous dit, raisonnons par l'absurde. Alors, qu'est-ce que le raisonnement par l'absurde? J'avais fait une vidéo là-dessus, mais le raisonnement par l'absurde consiste à supposer le contraire de ce que l'on veut démontrer et essayer d'aboutir à une contradiction, qui nous prouverait donc que notre supposition n'est pas la bonne et que donc c'est le contraire qui est vrai. Donc, si moi je veux démontrer que l'intervalle 0,1 n'est pas dénombrable, je vais supposer le contraire, c'est-à-dire que l'intervalle 0,1 est dénombrable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux énumérer tous les éléments de l'intervalle 0,1. Il existe une bijection entre cet ensemble
l'intervalle 0, 1, et les entiers naturels. Dit autrement, il existe une suite de nombres de cet intervalle 0, 1, de sorte que tout nombre compris entre 0 et 1 apparaît à un moment donné dans cette suite. Donc cette suite, si je suppose que mon intervalle 0, 1 est dénombrable, eh bien elle existe, et je peux regarder ici les premiers termes. C'est une suite qui est infinie, bien entendu. Et ici, j'ai affiché les premiers termes, peu importe, de cette suite. Et l'idée de Cantor, ici pour aboutir à une contradiction, c'est de trouver un nombre compris entre 0 et 1, dont on est sûr qu'il n'apparaîtra pas dans cette suite. Alors, dans cette suite de nombres, c'est des nombres compris entre 0 et 1, donc leur écriture décimale, elle s'écrit toujours 0, quelque chose. Et c'est vrai aussi pour le nombre 1. Je n'ai pas besoin de le traiter à part, parce qu'on avait vu dans une précédente vidéo que 1 était égal à 0, une infinité de 9. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse attention à ce phénomène dans cette démonstration. Donc comment est-ce que je vais construire mon nombre? Il est compris entre 0 et 1, donc son écriture décimale, elle va commencer par 0, quelque chose. Et maintenant, comment est-ce que je vais choisir les différentes décimales? Eh bien, pour la première décimale, je veux qu'elle soit différente de la première décimale du premier nombre de cette suite. Ici, le premier nombre de cette suite, c'est le U0, dont la première décimale, elle vaut 3. Donc, je vais choisir un chiffre qui est différent de 3. Et je vais m'ajouter une contrainte supplémentaire, je ne vais jamais choisir le chiffre 9 dans mes décimales. Pourquoi? Mais en fait, je veux éviter qu'à partir d'un certain rang, je n'ai que des 9 dans mon écriture décimale. Parce qu'on avait vu que dans pareil cas, l'écriture décimale n'était pas unique, et donc notre raisonnement, eh bien, il ne tiendrait plus. Donc comme j'ai le choix, je vais éviter de prendre le chiffre 9. Et en fait, on va même faire plus simple, on va choisir que des décimales, pour chiffre des décimales, seulement 1 ou 2. Et j'explique comment on va procéder. Si le nombre dans la suite, il a pour décimale un nombre différent de 1, moi, je vais prendre 1. Et si sa décimale, elle est égale à 1, je vais prendre 2. Voilà. Donc j'aurai, parmi mes décimales, que des 1 et des 2. Donc ici, pour le premier nombre, sa décimale, elle vaut 3. Donc moi, je peux choisir 1. Comment je vais construire la deuxième décimale? Eh bien, je veux que la deuxième décimale, elle soit différente de la deuxième décimale du deuxième nombre. En fait, on voit qu'il y aura un raisonnement un peu en diagonale qu'on va opérer. Donc le deuxième nombre, il a pour deuxième décimale 8. Donc moi, je vais prendre 1 pour mon nombre. Et les deux décimales, elles sont bien différentes. Alors pour ma troisième décimale, je vais choisir comme troisième décimale une décimale différente de la troisième décimale du troisième nombre. Donc ici, le troisième nombre, il a pour troisième décimale 1. Donc moi, je ne peux plus choisir 1, sinon ça serait la même. Du coup, je vais choisir 2. Et puis, je continue comme ça, en raisonnant par diagonale. La prochaine, pareil, je ne peux pas choisir 1, je vais choisir 2. Après, comme c'est 6, moi je peux choisir 1, etc. Et donc ici, je viens de mettre en évidence un nombre dont je suis sûr qu'il n'apparaît pas dans cette suite. Pourquoi? Déjà, il est différent du premier nombre parce qu'ils diffèrent tous les deux au niveau de la première décimale. Donc il n'est pas égal à U0. Et comme il y a bien unicité des développements en écriture décimale, mon raisonnement y tient. Et il est différent du deuxième nombre parce qu'il diffère au niveau de la deuxième décimale. Il est aussi différent du troisième nombre, il diffère au niveau de la troisième décimale. Vous avez compris l'idée, à chaque fois il va être différent de n'importe quel nombre de la suite. Et donc c'est une contradiction. Pourquoi? Cette suite-là, elle était censée représenter tous les nombres compris entre 0 et 1. Donc mon nombre y, ici, il devrait s'y trouver. Or, ce n'est pas le cas. C'est donc que l'intervalle 0,1 n'était pas dénombrable, et donc, en fait, c'est que l'ensemble grand R n'est pas dénombrable. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend, cette démonstration? Alors, certes, je ne peux pas énumérer les éléments de l'ensemble des réels, certes. Mais ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que là, j'avais un ensemble infini, mais pas du même type que l'infini des entiers, l'infini des entiers naturels, qu'on avait appelé infini dénombrable. Là, on a un infini, entre guillemets, strictement plus gros. Il y a strictement plus de nombres réels que d'entiers. Et donc,
Cantor vient de découvrir qu'il n'existait pas un seul infini, mais au moins deux. Ils n'étaient pas du même type. Il y avait l'infini des dénombrables, et là, il y a un autre infini. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, ce qui est assez... on va voir à quoi correspond cette photo dans très peu de temps, mais en fait, ce qui est assez, je trouve, amusant, hein, quand on remonte un peu le cours de l'histoire, donc les entiers naturels, ils sont apparus très tôt, parce que c'est les entiers qui servaient à compter, les entiers de manière générale, les rationnels aussi sont très vite arrivés. Et il y avait quelques nombres déjà au moment de l'Antiquité grecque qui dérangeaient un peu, à savoir pi et aussi racine carrée de 2 hein, qu'on a su construire à partir du théorème de Pythagore. C'était des nombres, en tout cas pour racine carrée de 2, on avait déjà démontré qu'ils n'étaient pas rationnels, qu'on ne pouvait pas les écrire sous forme de fraction, et c'était un peu atypique à l'époque, hein, ce genre de nombres, c'est pour ça qu'on les appelait irrationnels, hein, qui sortent de la raison. Et on se disait, finalement, ces nombres-là, on les a découverts, c'est donc qu'ils existent, mais on les voyait un peu comme des exceptions. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On a vu que l'ensemble R n'était pas dénombrable, mais que l'ensemble des rationnels était dénombrable. Donc ça veut dire que l'ensemble R, il est composé des rationnels et des irrationnels. Donc ça veut dire que ce sont les irrationnels qui ont rendu l'ensemble grand R non dénombrable. Ce qui veut dire que c'est eux qui sont finalement strictement plus nombreux que les rationnels. On peut prendre la métaphore de ce phare breton, on y arrive. Donc sur ce phare breton, en fonction des recettes, il y a soit des pruneaux, soit des raisins secs. Eh bien, ces raisins ou ces pruneaux, ici ce sont des pruneaux, hein, eh bien on peut dire que ce sont nos rationnels. Donc il faut s'imaginer un phare breton infini qui représenterait notre ensemble des nombres réels. Et donc là, les pruneaux, ce seraient les nombres rationnels qu'on peut énumérer. Donc ici, voilà, on peut commencer à numéroter les différents pruneaux, même si il faut imaginer un gâteau infini, mais on peut le faire. Et donc, cet ensemble Q, lui, il est dénombrable, mais tout R n'est pas dénombrable. Donc ça veut dire que le complémentaire, les irrationnels, qu'on note R privé de Q, bien lui, il n'est pas dénombrable, forcément. Et en fait, c'est donc ce qui compose le reste du gâteau, et en fait on voit là qu'on peut pas énumérer. D'ailleurs on ne saurait pas vraiment quoi énumérer dans pareil cas. Et donc finalement on vient de voir que ces nombres irrationnels hein, qui étaient un peu marginalisés encore à l'Antiquité, en fait ce sont eux qui sont finalement les plus représentés parmi les réels. Alors après cette balade mentale sur les traces de l'infini et ses différentes découvertes présentées, eh bien il y a deux questions que peut-être vous posez, en tout cas qu'il est légitime de se poser à ce stade de l'exposé. C'est existe-t-il d'autres types d'infini? On a vu qu'il y en avait au moins deux types distincts. Et existe-t-il un infini intermédiaire entre l'infini dénombrable, c'est-à-dire l'infini associé aux entiers naturels, et l'infini associé à l'ensemble des réels? Alors, Cantor a répondu à la première question. Je vais vous expliquer brièvement comment il a fait, comment il a procédé. Alors pour cela, il faut que j'introduise notamment un point de vocabulaire. Alors, on va considérer un ensemble E très simple, un ensemble composé ici de 3 éléments, des entiers 1, 2 et 3. En fait, ce qu'on appelle l'ensemble des parties de E, eh bien, c'est l'ensemble qui est constitué de tous les ensembles que vous pouvez constituer grâce aux éléments de E. Donc il y a évidemment l'ensemble E, il y a aussi l'ensemble vide, l'ensemble qui est composé d'aucun élément, et puis après vous avez ici le singleton 1, l'ensemble composé des éléments 1 et 2, puis etc. Et donc il y a deux résultats sur ces ensembles des parties d'un ensemble. Si votre ensemble E est fini et contient n éléments, eh bien l'ensemble des parties de E contient 2 puissance n éléments. Donc ça, c'est un résultat qu'on démontre en terminale, hein, qui provient du binôme de Newton. Et deuxième résultat, en fait, qui est le théorème de Cantor, qu'il a démontré en 1891. Si vous avez
un ensemble E qui est infini, alors l'ensemble des parties de E est également infini. Et le résultat vraiment intéressant ici, c'est que ces deux ensembles, ils ne sont pas en bijection. Donc ça veut dire que vous avez un ensemble qui est infini, vous pouvez en exhiber, en trouver un autre, de sorte qu'il ne soit pas en bijection avec lui, c'est-à-dire qu'on va avoir un infini qui est strictement plus grand, parce que l'ensemble des parties de E va contenir l'ensemble, donc il va être en fait, ça va être un ensemble infini, entre guillemets, strictement plus grand. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que pour tout ensemble infini, vous pouvez en constituer un autre qui sera infini, mais d'un type infini strictement plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, il existe une infinité d'infinis. Et oui. Donc ça, c'est la première question à laquelle a répondu Cantor, notamment grâce à son théorème. Alors pour la deuxième question, c'est un peu plus délicat. Cantor pensait que ce n'était pas le cas, que tous les ensembles infinis, compris entre, qui incluaient n et qui étaient inclus dans R, étaient soit de type infini dénombrable, soit avaient le même cardinal que l'ensemble des réels. Et pour autant, il n'avait pas de démonstration, et il est mort en fait avant même de trouver de réponse à sa question. En petite parenthèse sur la vie de Cantor, la fin de sa vie n'a pas été des plus heureuses, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il s'est progressivement un peu moins intéressé aux mathématiques, un peu plus à la philosophie, à la théologie. Il a connu aussi des drames familiaux à la fin de sa vie, ce qui me fait que ça n'a pas été très heureux. Et donc il a quitté ce monde sans avoir de réponse à cette dernière question qui l'a tant occupé. Donc il est mort en 1918 et peu de temps après, deux mathématiciens ont démontré la chose suivante. Donc Cantor pensait qu'il n'y avait pas d'infini intermédiaire, c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse du continu. Eh bien, Kurt Gödel, en 1938, a montré que l'on ne pouvait pas réfuter cette hypothèse, on ne pouvait pas montrer qu'elle était fausse, ce qui ne veut pas dire qu'elle est vraie. Et Paul Cohen, en 1963, ce qui lui aura d'ailleurs valu la médaille Fields, a démontré qu'on ne pouvait pas prouver non plus que c'était vrai. Et donc en fait, dit autrement, en combinant ces deux résultats, on montre que la proposition est indécidable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indécidable? On ne peut pas prouver que c'est vrai, on ne peut pas prouver que c'est faux, et ce genre de choses peut arriver. C'est le théorème d'incomplétude de Gödel, justement, qui nous l'avait annoncé. Dès que vous avez une théorie mathématique relativement poussée, on va dire, eh bien, il y a toujours des propositions dont vous ne pourrez pas démontrer qu'elles sont vraies ou bien qu'elles sont fausses. Et donc ça, c'est un résultat d'incomplétude, mais en pratique, c'est très rare que ça se présente, même si ici, on en a un exemple, justement. Alors, quoi faire dans pareil cas? Eh bien, on peut rajouter parmi les axiomes de la théorie des ensembles cette hypothèse du continu. Kurt Gödel nous dit et nous démontre que justement ça ne change pas la cohérence de la théorie. Alors là, deux choses à définir. Déjà, ce qu'est un axiome. Quand vous faites une théorie mathématique, eh bien, vous partez de certains résultats de base que vous admettez. C'est ce qu'on va appeler vos axiomes. Généralement, il y en a peu. Et c'est des choses que vous n'allez pas démontrer. Vous les acceptez. Et c'est comme quand vous jouez au Lego, vous avez vos briques de base avec lesquelles vous bâtissez des constructions. Donc en mathématiques, nous, les constructions, ce sont des théorèmes et la manière de les construire, c'est les règles de la logique. Donc vous bâtissez comme ça votre théorie à partir d'éléments de base que sont vos axiomes. Et donc ça, vous pouvez, si vous voulez rajouter cette hypothèse dans vos axiomes, ça ne change pas la cohérence de la théorie. Ça veut dire que on dit qu'une théorie est cohérente quand elle ne démontre pas quelque chose et son contraire, ce qui serait embêtant en soi. Et donc là, ça ne change pas la cohérence. Donc c'est vous qui pouvez choisir de l'incorporer ou non dans vos axiomes, ça ne change pas le reste de la théorie. C'est sur cette dernière considération que je vais vous laisser. Si le théorème d'incomplétude de Gödel, il y en a même deux d'ailleurs, des théorèmes d'incomplétude, vous intéresse, il y a une excellente vidéo de Sciences étonnantes. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en commentaire. J'espère
que cette vidéo, que cette balade mentale vers l'infini vous a plu, vous a intéressé, vous a ouvert à d'autres horizons. Eh bien, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux.